il y a deux blessures supplémentaires que j'ai rajoutées, que j'ai trouvées au cours de mon expérience. D'accord? Et Madame Bourbeau travaille sur un plan différent du mien. Différent du mien. Elle ne travaille pas de la même façon. Elle n'a pas la même approche que moi. Ouais, il y a des coupures là, hein. Ouais, il y a des coupures, vous me dites. Alors, c'est vrai que je dis que Madame Bourbeau travaille sur un plan différent, d'accord, du mien. Eh ben, sa réputation euh, n'est pas à faire. Elle est reconnue à juste titre. C'est une sommité dans son domaine. Il n'y a aucun souci. Cependant, cette rencontre ce soir a pour objectif de partager ma vision, je dis unique, et les enseignements que j'ai pu tirer au cours de mon expérience personnelle et professionnelle. Alors, comment je veux dire? Alors, s'il y a des coupures, il ne faut pas vous étonner, parce que comme je suis dans une zone un peu blanche, ben, il faut me le dire, hein, de toute façon. Il y a l'enregistrement et je pourrais vous envoyer l'enregistrement si vous le désirez plus tard. Alors, les blessures de l'âme et le tarot de Marseille. Vous avez sur votre droite, j'ai mis ce qu'on appelle le mandala du tarot de Marseille, d'accord, avec les 21 lames numérotées du tarot de Marseille et la 22e qui est le mat. Le mat n'a pas de numéro. On lui accorde le 0, ben, pas de numéro, ou le 22. Pour des calculs, 22, c'est facile, ça permet de le placer à différents endroits. Et le mat, lui, se met n'importe où dans le mandala. C'est lui qui va parcourir le tarot de Marseille. Il vient de parcourir les 56 arcanes mineurs, hein, entre parenthèses. Et je sais que là, ça fait débat avec les tarologues. Alors, hop, donc là, comme je vous ai dit, je vous ai parlé de ça. Et maintenant, on va parler des blessures, des blessures de l'âme. Je vais vous parler des 7 blessures de l'âme fondamentales qui, selon moi, marquent nos vies de manière profonde. Et vous verrez que peut-être il y a des blessures où vous allez peut-être vous reconnaître, entre guillemets. Alors, on ne va pas approfondir chaque blessure parce qu'on y passerait certainement la semaine. D'accord? Chacune de ces blessures trouve une résonance particulière dans les arcanes du tarot. Et je vais établir un parallèle pour mieux les illustrer. D'abord, on va parler de la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, eh bien, elle se manifeste lorsqu'on ressent un manque profond d'attention, de présence et de soutien, souvent dans les premières années de la vie. Elle peut naître d'une absence physique ou émotionnelle, d'accord, d'un parent ou d'un proche. Cette blessure engendre une peur de l'isolement et un besoin constant de réassurance, d'accord. Les gens ont besoin toujours d'être réassurés, de se sentir aimés et tout. Les personnes touchées par cette blessure ont souvent tendance à chercher l'approbation et à éviter les conflits. Ils évitent les conflits. Ils sont un peu dans la fuite. Et vous allez comprendre pourquoi je dis un peu dans la fuite. Quitte à ce que, quitte à ce, comment je dirais, euh, se suradapter aux besoins des autres, comme s'ils avaient besoin. Pourquoi je dis la fuite? Parce que l'arcane qui est associé à cette blessure d'abandon, c'est le mat. Alors, si vous avez un tarot de Marseille, ben, vous pouvez le prendre devant vous pour regarder, pour comprendre. D'accord? Donc, c'est le mat. Pourquoi le mat? Ben, parce que le mat, il est en chemin. D'accord? On dit dans le tarot que le mat, c'est le vagabond, c'est celui qui est fuyant, c'est celui qui est irresponsable, c'est celui qui, voilà, n'assume pas ses responsabilités. Et puis, c'est vrai que le mat a besoin d'indépendance et de liberté dans les mots-clés que l'on peut trouver chez le mat. Mais c'est vrai que le mat incarne pour moi, surtout
euh, une quête perpétuelle, comment je pourrais dire? Ouais, une quête perpétuelle de son foyer, de recherche de son foyer, de sa maison intérieure, d'accord? Il est sans attache ni destination claire. Et puis c'est vrai que avec son baluchon sur l'épaule, vous voyez, il y a un baluchon sur son épaule, ok? Il symbolise à la fois la liberté et l'errance. Et dans le contexte de la blessure d'abandon, il représente cet état d'âme où l'on se sent constamment à la recherche d'un lieu ou d'une personne capable de combler ce vide, de combler ce vide. Et c'est vrai que le mat enseigne cependant que cette sécurité ne se trouve pas à l'extérieur. On ne trouve pas la sécurité à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi. Le mat, c'est ce qu'il nous enseigne. Il nous enseigne à avoir foi en soi. Pourquoi le mat nous enseigne à avoir foi en soi? Eh bien, tout simplement parce que c'est le seul arcane du tarot qui regarde le ciel. Il avance sans regarder par terre, sans regarder devant, ni sur le côté. Il regarde le ciel. Il a confiance, il a la foi. Donc, le mat, il vous demande de trouver la sécurité et la paix et la confiance en vous, à l'intérieur de vous. Mais il y a un autre arcane qui est associé à l'abandon, c'est le pendu. Le pendu. Alors, vous les avez sur le diaporama, hein, les deux arcanes, hein, comme ça vous permet de les voir. C'est le pendu. Alors, c'est vrai que le pendu, dans le tarot de Marseille, il représente la soumission, la résignation, l'attente, l'abnégation, tout ça. Et pour beaucoup de personnes, quand il y a le pendu, ben, on vous dit, ben, le pendu, il vous enseigne à avoir du lâcher prise, prendre du recul et compagnie. Ah, c'est facile, hein, de dire prendre du recul avec ta blessure, prendre du recul avec tes problèmes ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus difficile à faire qu'à dire. Le pendu, lui, il vous dit pas de prendre du recul. Il vous dit pas de lâcher prise, d'accord? Le pendu, il est suspendu par un pied. Ça, ça représente une situation d'impuissance ou d'attente. Et dans le cadre d'une blessure d'abandon, il illustre la sensation de dépendance envers autrui pour combler un besoin affectif profond. Et avec le pendu, il y a des mémoires de complexes d'Oedipe, parce que je mets mon doigt dessus et on voit la corde qui le prend là au pied, qui le pend. Il y a un nœud et ça représente le cordon ombilical. Alors, dans les cours de tarot que je donne dans mes différentes formations à certains stades, je pourrais vous dire qu'il pourrait défaire ce nœud et que s'il y a un point jaune juste au-dessus, c'est qu'il y a un réel travail à faire là. S'il y a un point jaune au-dessus, alors je ne sais pas si vous le voyez, hop, voilà, vous voyez, il y a un point jaune. C'est pas pour rien qu'il y a ce point jaune. Il y a une raison, d'accord? Et c'est vrai que c'est un besoin de combler une dépendance affective. Cependant, cette lame, elle invite à une introspection puissante. Elle suggère de changer de point de vue, de perspective, de transformer cet état de dépendance en une opportunité d'éveil et d'acceptation de soi. Le pendu rappelle que la blessure d'abandon peut devenir une force si l'on apprend à se détacher des attentes extérieures. Est-ce que vous connaissez la particularité du pendu? Si vous connaissez la particularité du pendu, vous pouvez me le dire. Vous pouvez défaire le micro et me le dire. C'est une lame qui peut se mettre aussi de l'autre côté. Bravo, Claire. C'est une lame qui peut aussi se regarder de l'autre. À l'inverse, oui. À ce moment-là, le pendu il a la particularité, c'est la seule lame du tarot que l'on peut retourner. Et si on retourne la lame du pendu, alors je vais chercher mes autres cartes,
À ce moment-là, on est dans le monde, ou on rentre dans le monde. Oui, Pardon, oui. Martine, Oui, je disais, elle fait miroir avec le monde, c'est elle ça. fait miroir avec le monde. Parce que 12, Oui, c'est le miroir de 21. hum, Et puis la position du c'est ça. pendu, c'est la position de la perse de la femme qui est au centre du monde. D'accord? Et donc, le pendu, il vous invite à changer de perspective, à voir les choses Hum, autrement. D'accord? Et c'est vrai hum, que à ce moment-là, euh, si on change de perspective, on se détache des attentes, on va dire, extérieures. Et si on prend la synthèse des hum, deux lames, du mat et du pendu, ensemble, d'accord? Si on fait la synthèse des deux, ok? Si on fait vraiment la synthèse des deux, eh bien, cette synthèse, elle offre une vision complémentaire de la blessure d'abandon, d'accord? Le mat met en lumière l'errance et le vide intérieur causé par cette blessure. Tandis que le pendu, lui, propose une voie de transformation par la patience et l'introspection, puisqu'il est dans une position hum, d'attente. Il est dans une position d'attente. Donc, il apprend la patience et l'introspection. Ces deux arcanes-là suggèrent qu'il est possible de transcender la peur de l'abandon en apprenant à hum, s'ancrer dans le présent et à trouver en soi-même la source de son bien-être. Ces deux arcs. Et hum, quand je fais des accompagnements en lien avec ensuite à des consultations et qu'il y a des blessures d'abandon, je fais travailler les personnes avec ces deux arcanes principalement. Suite par des exercices, par des protocoles spécifiques. Voilà, c'est pas le simple fait de regarder la lame et de dire ah bon, il faut que je change mon regard. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais il y a des protocoles, comme dirait Jodorowsky, psychomagiques, mais ça n'a rien de psychomagique parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le terme. C'est un protocole psychologique qu'il faut faire pour se détacher de cette blessure d'abandon et on y arrive très bien à s'en détacher si on fait un travail correct. Ensuite, la deuxième blessure, hop, je regarde mon écran sur le côté, c'est la blessure de rejet. Donc, vous la voyez bien, ok? Et donc, la hum, blessure de rejet, eh bien, on retrouve notre ami le pendu avec l'arcane de l'amoureux. D'accord? Alors, la, comment je dire, la description de la blessure de rejet prend racine dans une sensation d'exclusion profonde. On se sent exclu. On ne fait pas partie du clan, de l'ensemble. D'accord? Souvent vécu très tôt dans l'enfance. Hein. En règle générale, les blessures, elles prennent racine dans l'enfance. Pardon, pardon, Laurent, j'entends pas. Laurence, j'ai pas compris. Non, non, c'est rien, désolé, j'ai touché le bouton. Fini de parler, Ah, c'est bon. Non, non. c'est pas grave. Désolé, Ok. désolé, Non, non, soyez pas désolé, c'est pas grave. désolé. Non, 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 faut pas l'être. Donc, et c'est vrai que souvent les blessures, ah, il faut couper le micro. Il faut couper le micro. De cet homme. Elle est Ouais. victime aussi de la société qui n'a pas pris conscience assez tôt de ce que c'était que ce fléau des violences conjugales. Voilà, j'ai coupé le micro, c'est bon, laissez tomber. Je l'ai fait. Alors, c'est vrai que je dis que toutes les blessures, en règle générale, prennent naissance pendant l'enfance, d'accord? Parfois même dès la naissance. Avant même de venir au monde, déjà, il y a des blessures qui se font sentir. Et c'est vrai qu'elles peuvent être provoquées par un parent qui était émotionnellement absent, par une préférence perçue pour un autre enfant, hein, d'accord? On a une fille, on préfère un garçon, ou on a un garçon, on préfère une fille, et ainsi de suite, hein, voilà, d'accord? Ou par des paroles blessantes. Ben, ma fille, tu seras jamais capable de faire ceci, mon garçon, tu pourras jamais réussir ceci, tu es nul et incompagnie. Faire très attention aux mots que l'on prononce envers les enfants, parce ils vont les traîner toute leur vie. Ces paroles blessantes, qui, bien que non intentionnelles,
d'accord, souvent, hein, attention, non intentionnelle, laisse une empreinte durable. Et c'est vrai qu'après, ben, il faut travailler, travailler, travailler dessus pour s'en débarrasser. Et c'est vrai que les personnes portant cette Mhm. blessure tentent à se sentir de trop. Je suis de trop, je suis pas à ma place, j'ai rien à faire ici, voilà, et ils n'osent pas prendre leur place. Et ils ont surtout tendance aussi à minimiser leur présence ou à éviter les relations pour ne pas risquer d'être rejetés de nouveau. Parce que la blessure de rejet, ben, ça les fait, de rejet, ça les fait souffrir. Voilà. Quoi qu'ils fassent, ils ont toujours l'impression qu'ils vont être rejetés, pas admis ou quoi que ce soit. Et donc, quand on prend l'arcane de l'amoureux, on prend l'arcane de l'amoureux, ben, cet arcane d'amoureux représente le tiraillement. Je vous le montre, représente le tiraillement entre différents choix, mais surtout le besoin profond d'être aimé et accepté. Surtout ça. D'accord. Il reflète la difficulté à s'engager pleinement, que ce soit envers soi-même ou envers les autres, pas peur de ne pas être à la hauteur ou d'être repoussé. L'amoureux illustre aussi la nécessité de se choisir soi-même, très important, de s'accorder de l'amour que l'on recherche souvent à l'extérieur. On va chercher l'amour à l'extérieur, alors qu'il faut d'abord apprendre à s'aimer, d'accord? Et il pose la question du choix entre la peur et l'amour. Le choix qui est symbolisé par l'angelot qui est en haut, d'accord? Alors, beaucoup de tarologues vous diront que le choix est déjà fait, hein, d'accord? Mais il n'est pas fait le choix. Il n'est pas fait. Voilà. Et puis, l'arcane qui lui est associé qui est associé à cette blessure, c'est le pendu. Alors, on en a parlé tout à l'heure dans la blessure d'abandon, mais là, elle a un autre sens aussi, elle prend une autre dimension aussi, et que cet arcane traduit le sentiment d'être à l'écart, d'accord? De se sentir à l'écart, d'être dépourvu de contrôle, d'être souvent victime des circonstances ou des jugements extérieurs. Le pendu invite à une introspection profonde, à accepter cette immobilité, puisqu'il est pendu, hein, d'accord? Mais je vous rappelle qu'il est pendu, mais qu'à aucun moment il n'a l'air de souffrir aussi, hein, d'accord? C'est peut-être une situation qui s'est choisie, ok? D'accord? Et à accepter cette immobilité pour transformer la perception du rejet en une opportunité d'évolution, puisque je vous rappelle qu'il a le pouvoir de se retourner. L'image de l'homme suspend. Jean, Oui, allô? oui, oui, je vous Oui, vous entends. m'entendez? Oui, Oui. est-ce que c'est pas un refus de grossesse, Alors, dans de- la, dans la blessure de rejet, si, alors, oui, si par exemple, dans le thème que je dresse, dans l'arcane fétale, alors je ne sais pas si, alors, hop, dans l'arcane fétale, elle est ici. L'arcane fétale, elle est ici. Je ne sais pas si vous la, enfin, je sais pas si vous la voyez. L'arcane fétale est ici. Enfin, je sais pas si, voilà, est là. Et à l'arcane fétale, en fonction de cet arcane, si elle se trouve là, il peut y avoir déjà la blessure à l'état de grossesse avant la naissance, à l'état embryonnaire et tout ce qui s'ensuit. Mais ça peut, parce qu'il y a le lien avec le cordon ombilical, d'accord? Et c'est vrai que le pendu, ben, comment je dirais, euh, l'image de cet homme suspendu, tête en bas, ben, c'est une métaphore à l'invitation de voir les choses sous un angle différent, comme je l'ai dit tout à l'heure plus haut, à trouver la liberté intérieure, malgré les limites imposées par l'extérieur. D'accord? Souvent, souvent, quand j'ai des personnes en consultation, je leur pose, en général, je pose jamais de questions pendant mes consultations. C'est moi qui parle, c'est moi qui explique les choses. Je leur explique les choses. Ça dure, je dirais, un certain moment. Ça dure
2h30, 3 heures, voire des fois un peu plus même. Et je leur pose certaines questions et notamment, je peux leur poser la question, est-ce que vous vous aimez ou quelle est la personne la plus importante dans votre vie ou quoi que ce soit, parce que il y a des liens peut-être avec le pendu ou avec l'arcane 13 ou quoi que ce soit qui sont très importants, d'accord? Et que c'est vrai que le pendu, ben, il nous invite à voir les choses sous un angle complètement différent, hein, d'accord? Et surtout à trouver sa propre liberté, à se défaire des liens, d'accord? À se défaire du lien. Je vous signale au passage que quand vous regardez l'arcane, que à aucun moment vous pouvez me dire si le pied est attaché par le lien. Il n'est pas attaché. La corde qui est là, le lien, rentre dans le talon. Déjà, ça vous indique qu'il y a une faiblesse, qu'il y a un talon d'Achille, qu'il y a une problématique et que cette problématique concerne les émotions, vos émotions, votre psychisme, d'accord? Et c'est vrai que quand on prend l'ensemble des deux lames, quand on prend l'ensemble des deux lames, l'amoureux et le pendu, ben ça offre une compréhension complémentaire de la blessure de rejet, d'accord? L'amoureux met en lumière la quête constante de validation, d'accord? Je cherche toujours la validation des autres, on parle externe, ok? Et puis, tandis que le pendu montre, lui, l'importance de regarder en soi pour trouver cette validation. Tout passe d'abord par nous, à l'intérieur de nous. Elle suggère, ensemble, ils suggèrent, les deux arcanes, que la guérison de la blessure de rejet passe par un équilibre entre l'acceptation de son propre pouvoir et la réconciliation avec l'idée que l'amour ne peut être imposé, mais simplement reçu. On n'impose pas l'amour à quelqu'un, on le reçoit. On ne va pas imposer, on ne va pas obliger quelqu'un à vous aimer. On peut ne pas être aimé par tout le monde. On a le droit. Ils ont le droit de ne pas nous aimer. On a le droit de ne pas m'apprécier ou quoi que ce soit. D'accord? Mais quand une personne m'apprécie même, je reçois cet amour. C'est très important. Ah, non, non. Qu'est-ce que c'est que ce téléphone? Voilà. Donc, c'est vrai que il faut d'abord apprendre à s'aimer. C'est très important. Là, on passe à la blessure de trahison. Blessure de trahison, elle est très importante. Qui dans sa vie n'a pas ressenti cette blessure de trahison par un compagnon, une compagne, un ami, une amie, un associé, des collègues de travail ou quoi que ce soit. Ce sentiment de trahison. Et c'est vrai que ce sentiment de trahison se manifeste lorsqu'une confiance que l'on a accordée de façon précieuse a été rompue. Il y a un lien qui s'est rompu. Et cela peut survenir, c'est vrai, dans l'enfance, souvent envers une figure parentale. On se sent trahi par un de ses proches, d'accord, par un de ses parents, par un de ses frères, sœurs ou quoi que ce soit, hein, et que ça laisse des traces, je dirais, profondes dans l'esprit et le cœur. Ok? Et que c'est vrai que les personnes portant cette blessure peuvent être sujettes à de la méfiance, à une grande méfiance, à des doutes constants, à des doutes constants, et à un besoin d'exercer un contrôle excessif sur leur environnement, d'accord? Et surtout sur leurs relations. On va regarder le téléphone portable, on va fouiller les sacs, on va regarder les emails, on va regarder les réseaux sociaux, bref, on impose un contrôle constant. D'accord. C'est vrai que cette blessure est également associée à la peur. Blessure de trahison, elle est associée à la peur.
On a peur d'être trahi. À la déception, on est trahi, on est déçu. D'accord? Qui pousse parfois à vouloir tout anticiper pour éviter d'être surpris ou trahi de nouveau. Pour ça on va suivre son compagnon ou sa compagne. Euh, Là, on va le pister à travers les téléphones, à travers les emails, à travers peu importe, parce qu'on a peur et on a peur d'être trahi et on est déçu au cas où. Et c'est vrai que l'une des arcanes qui montre cette blessure, je dirais, de trahison, c'est la justice. Je vous la mets. Alors j'évite de faire du reflet. Hein. Voilà. C'est la justice. C'est vrai que la justice représente l'équilibre. Pourquoi l'équilibre? Parce qu'il y a la balance qui est ici. Sachant que astrologiquement parlant, la justice est associée au signe astrologique de la balance, par exemple. D'accord? Ok. Voilà. Elle représente l'équilibre, la vérité et la rigueur. La rigueur. Elle est l'image d'une force morale qui cherche à évaluer objectivement ce qui est juste ou non. Dans le contexte de la blessure de trahison, cette lame reflète la nécessité de remettre de l'ordre dans ses émotions et de restaurer un équilibre interne. C'est vrai que l'arcane de la justice invite à la prise de conscience et à la responsabilité tout en avertissant contre les jugements trop sévères envers soi ou les autres. La justice porte l'énergie d'une introspection rigoureuse, essentielle pour apaiser les blessures liées aux trahisons passées. La justice, elle elle vous demande pas d'être rigide, elle vous demande pas d'être ferme, d'être têtu, je dirais même borné ou quoi que ce soit. Elle vous demande simplement d'avoir de la rigueur, de savoir peser le pour et le contre, de pouvoir trancher, de prendre une décision, de pouvoir trancher. Alors, dans mes cours, j'explique que la justice ne vous regarde pas en face. La justice ne vous regarde pas. Elle regarde vos pieds. La justice, pour elle, vous n'existez pas, hein, en gros. La justice, elle est simplement là pour faire respecter la loi divine ou la loi des hommes. Mais pas pour rendre la justice. Elle est là pour faire respecter la loi, pour faire respecter l'ordre. Et puis, le deuxième arcane qui est en lien avec cette blessure de trahison, c'est le diable. D'accord? Alors, c'est marrant parce que le diable, c'était le sujet de mon cours ce matin, à un niveau un peu haut. D'accord? Et donc, c'est vrai que le diable représente les attachements. Okay, les attachements, les illusions et les manipulations. Souvent, quand on a été victime d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, parce que ça existe des deux côtés, ok, eh ben, on se sent trahi, on est déçu, voilà. Et que ben, les illusions, les manipulations, tout ça, ben, on le ressent bien. Et que dans le cadre de la blessure de trahison, cette lame reflète les énergies de contrôle et de possession. De contrôle et de possession, souvent présentes chez des personnes qui ont peur d'être trompées. Okay, elle met en lumière les dépendances émotionnelles ou les comportements excessifs qui résultent d'une perte de confiance. Le diable nous rappelle également que ces énergies peuvent être transcendées en reconnaissant nos peurs profondes et en développant une vision plus lucide des relations humaines. Et quand on met les deux arcanes ensemble ou quand on étudie les deux arcanes ensemble, la combinaison de la justice et du diable dans le contexte de la blessure de trahison met en avant un équilibre complexe. Hein, complexe. La justice invite à un travail de discernement pour restaurer la confiance, hein, okay, pouvoir trancher, justement, équilibrer, savoir peser le pour et le contre, d'accord. Et
c'est vrai que la justice invite à un travail de discernement pour restaurer la confiance. Tandis que lui, le diable, il exhorte à explorer les chaînes invisibles des attachements. Qu'est-ce, quelles sont mes chaînes? Quelles sont les chaînes qui m'empêchent d'être heureux, qui m'empêchent de vivre mes passions, de vivre mes envies, d'être moi? Voilà. Et donc, c'est vrai que euh, ces chaînes invisibles, ces attachements ou des illusions que nous donne le diable, eh bien, ensemble, ces deux arcanes rappellent qu'il est possible de guérir en faisant preuve de lucidité et en prenant la responsabilité de ses émotions, tout en évitant de s'enfermer dans des schémas de contrôle ou de dépendance. Il ne faut pas s'enfermer dans des schémas de contrôle et de dépendance. Souvent, c'est ce que je vois au cours de mes consultations, les gens qui sont enfermés dans une sorte de schéma. Ce chemin demande du courage et un engagement envers soi-même pour transcender la blessure de trahison. Mais tout à l'heure, je disais que le diable, il nous appelle à de la lucidité. Et que dans lucidité, on retrouve Lucifer. Sachant que Lucifer, c'est le porteur de lumière. Souvent, dans les arcanes du tarot, dans les anciens arcanes du tarot ou dans certains tarots restaurés ou revisités, l'épée du diable est soit entourée d'une flamme, elle est flamboyante, ou à la place d'une épée, il y a un flambeau. Et c'est vrai que ce chemin pour guérir de cette blessure de trahison, ben, ça demande du courage, vraiment du courage, parce qu'il faut aller au fond de soi, faut vraiment creuser profondément. Après la blessure d'injustice, il y a la blessure d'humiliation. Alors, la blessure d'humiliation euh, prend racine dans un sentiment d'être rabaissé, jugé, non respecté. Elle peut être assimilée avec la blessure de rejet. Souvent, il y a les deux. Elle peut se manifester par une difficulté à affirmer ses besoins, une honte profonde ou un besoin excessif de validation. Cette blessure amène souvent à se sacrifier pour les autres. Souvent, vous avez des gens qui ben, ne savent pas dire non, d'accord? On en connaît certainement beaucoup autour de nous qui ne savent pas dire non. Et on peut tout leur demander, ils sont toujours là, ben oui, ils valident tout, d'accord? Et c'est vrai que cette blessure amène souvent à se sacrifier pour les autres, et puis à ressentir une culpabilité vraiment persistante. Si les gens culpabilisent, culpabilisent. Et que, ben, avec cette blessure de, d'humiliation, on retrouve notre ami le pendu, d'accord? Et que le pendu représente, ben, comme vous le savez, un être suspendu, vulnérable, exposé au jugement des autres. D'accord? Il faut savoir qu'au Moyen Âge, même longtemps après le Moyen Âge, les pendus étaient laissés en place pour que la population puisse les apercevoir. Okay? Il incarne la capacité à accepter les sacrifices imposés par la vie ou par soi-même, d'accord? Mais aussi la nécessité de changer de perspective. On change de perspective, d'accord? Cet arcane invite à réfléchir sur les situations où nous avons accepté d'être maltraités ou rabaissés. Mais il montre également qu'il est possible de transcender cette souffrance par un acte de résilience. Souvent, avec les blessures d'humiliation, je trouve en association soit un pape, soit une étoile. Et la blessure d'humiliation est vécue de façon différente en fonction des deux. Et que l'autre arcane associé au, à la blessure d'humiliation, c'est le jugement.
et que c'est vrai que le jugement illustre un appel à la libération, à se libérer. Il s'agit d'une renaissance, parce que l'un des mots-clés du jugement, c'est renaître, c'est le renouveau, d'accord? Donc l'appel, il s'agit d'une renaissance, d'une opportunité à se dégager du poids de la honte et à se relever au-dessus des jugements portés sur soi. Souvent, dans un thème de naissance, quand il y a un jugement dans l'hémisphère sud, en bas, eh bien, on peut voir les, des gens qui ont vécu des sentiments de honte, qui étaient sensibles au regard des gens, qui ne, qui ne supportaient pas d'être jugés. Ils pouvaient être eux-mêmes dans un certain jugement aussi, d'accord? Cette carte, cette lame, cet arcane met en avant la réconciliation avec soi-même. Elle vous appelle à vous réconcilier avec soi-même et à renaître, tel le phénix de ses cendres. Okay, et puis, elle demande aussi le pardon. Cette lame est en lien avec le pardon. Mais accorder le pardon, c'est facile. Mais se pardonner soi-même, c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors, c'est vrai qu'il faut s'accorder la réconciliation avec soi-même, le pardon, mais c'est aussi avec soi-même et avec les autres. C'est, c'est surtout ça, surtout envers soi-même pour moi, d'accord? Et le jugement représente également la reconnaissance de sa propre valeur. Souvent, les gens qui ont un jugement dans une porte d'âme dans l'hémisphère sud ont, ont besoin de reconnaissance parce qu'ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Ils n'ont pas conscience de leur propre valeur, d'accord? Et ils sont sensibles aux critiques extérieures. Et donc, avec ces deux arcanes, eh ben, c'est vrai que le pendu et le jugement combinés, d'accord? Le pendu et le jugement combinés racontent une histoire de transformation profonde. Le pendu, bah, il nous invite à accepter nos moments de vulnérabilité, à développer une nouvelle vision de nos expériences, hein, tandis que le jugement, lui, nous pousse à agir, à répondre à cet appel, à la renaissance, à libérer notre âme des chaînes. Tiens, tout à l'heure, avec le diable, on parlait des chaînes, d'accord? Et donc, c'est vrai que euh, avec un jugement, on a les chaînes de l'humiliation. Et c'est vrai qu'ensemble, ces deux arcanes montrent que la blessure d'humiliation peut être transcendée pour faire place, pour émerger de façon plus forte et surtout être aligné avec notre essence, notre véritable essence, ce vers quoi on doit aller. Le jugement, il est là, il vous appelle à vous reconnecter à vous pour reconnaître votre potentiel, votre capacité, vos dons, ce que vous avez. Et c'est vrai que c'est très important. C'est très important. C'est une lame que je connais assez bien, que je connais assez bien, le jugement, pour l'avoir, je dirais, expérimenté. Le jugement, il est, pour faire, comment je pourrais dire, pour donner une image, c'est un peu le phénix. Le jugement a besoin de se brûler, a besoin de se consumer et d'être réduit en cendres pour renaître. Et moi, et moi, je mets le jugement. Alors, il faut savoir que le jugement, c'est l'archange Gabriel hein, qui est là, hein, d'accord? C'est l'archange Gabriel qui sonne. C'est le seul arcane du tarot qui est en lien avec la musique. Et c'est le seul arcane du tarot qui euh, montre un instrument de musique, d'accord? Et que il appelle vraiment à une renaissance. Il vous demande vraiment de renaître. Et que c'est une lame, pour moi. Alors, je dis bien que ce que je dis n'a de valeur que par rapport à mon expérience personnelle et professionnelle.
Mais si vous faites corps avec cette lame, vous êtes en connexion avec le Christ. Ça peut vous sembler bizarre, mais je peux vous dire que si vous êtes en connexion avec le jugement, si vous l'avez dans votre thème et que vous rentrez en connexion avec lui, vous êtes en connexion avec le Christ. Je mets des parenthèses et je la ferme. La parenthèse, évidemment. Alors, la deuxième, la blessure suivante, c'est la blessure d'injustice. Alors, je vais rechercher l'arcane. Voilà, elle est là. C'est la blessure d'injustice. Alors, la blessure d'injustice, on la ressent avec l'humiliation, on la ressent avec la trahison, on la ressent avec le rejet, d'accord, avec l'abandon. Elle est souvent associée à toutes les autres blessures. Parce que quand on est abandonné, on a ce sentiment d'injustice. Quand on est rejeté, on sent que c'est injuste, on nous aime pas, c'est injuste. Quand on est humilié, pourquoi on nous humilie, c'est injuste. Et quand on nous trahit, on nous a trahis, nous, ah, c'est injuste. D'accord. Et donc, cette blessure, elle est souvent liée avec toutes les autres. Quand on a une blessure comme ça, d'humiliation, de rejet, d'abandon, il y a souvent avec la blessure d'injustice. Et c'est vrai que la blessure d'injustice naît souvent d'une perception d'être traité de manière inéquitable ou disproportionnée. Elle peut s'installer dans l'enfance lorsqu'on se sent comparé, jugé ou incomprise par rapport aux autres. Les personnes portant cette blessure peuvent développer un perfectionnisme exacerbé, souvent quand les gens sont très perfectionnistes, mais à un point, voilà, hein, aller chercher la blessure d'injustice. Il y a aussi une exigence envers elles-mêmes, ces personnes, ils ont une grande exigence envers eux-mêmes et une difficulté à exprimer leurs émotions, de peur d'être perçus comme faibles ou injustes. Et que, comme on l'a vu tout à l'heure, ben, la justice, c'est normal, blessure d'injustice, le lien avec la justice. La justice représente la recherche de l'équilibre, de la vérité. Et dans le contexte de la blessure d'injustice, elle incarne le besoin de rectitude et de clarté. Ces attributs comme la balance, l'épée, symbolisent le jugement éclairé, mais aussi la rigueur. La justice, elle ne vous demande pas d'être ferme, d'être têtu, enfermé ou quoi que ce soit, obtus. Elle vous demande de la rigueur. Dans quoi que vous fassiez, c'est toujours d'avoir de la rigueur. La justice peut montrer le désir de contrôler les événements extérieurs hein, pour éviter toute forme de partialité ou de déséquilibre. On l'a vu plus haut hein, tout à l'heure, on en a parlé tout à l'heure, hein, d'accord. Et que l'autre arcane qui est en lien avec l'injustice, ben c'est l'empereur. C'est l'empereur. L'empereur, lui, il incarne la structure, l'ordre et l'autorité liés à cette blessure. D'accord. Il met en évidence la volonté de maîtriser son environnement pour compenser une sensation d'injustice subie. Avec son trône solide et son regard assuré, il révèle à la fois la force intérieure nécessaire pour surmonter les difficultés et la tendance à la rigidité et la recherche d'équilibre. Et souvent, les blessures, je dis souvent, hein, attention, c'est pas forcément toujours le cas, attention. Souvent, la blessure d'injustice, elle est liée au père. Elle est en lien avec le père. D'accord. Pourquoi? Parce que l'empereur, c'est le premier père du tarot. Il faut savoir qu'il y a 3 pères dans le tarot. Moi, j'en ai rajouté un 4e, parce que j'aime bien compliquer un peu les choses. L'empereur, c'est le père géniteur, hein, c'est le géniteur de la famille, hein, d'accord. Le pape, c'est le père nourricier, c'est celui qui va nourrir de la bonne parole son enfant, qui va lui dire, mais vas-y Martine, tu peux avoir confiance, vas-y Laurence, tu peux y aller, vas-y Claire, tu vas réussir, et ainsi de suite, d'accord. Voilà, vas-y Isabelle ou quoi que ce soit, Morgane et compagnie, ok. Donc c'est
Le pape, c'est le père nourricier, c'est celui qui va nourrir, qui va donner confiance, qui va valoriser son enfant. Voilà. Et puis il y a l'ermite, le troisième père, qui est le guide, celui qui accompagne, celui qui montre la voie, celui qui fait prendre conscience des choses, des racines et de la truc. Et moi, j'ai rajouté le quatrième père. J'en ai rajouté un quatrième parce que, comme je l'ai dit, j'aime bien compliquer un peu les choses. J'ai rajouté, lui, le mat. Pourquoi? Ben parce que le mat, dans beaucoup de familles, le mat représente le père irresponsable, le père fuyant, le père qui n'assume rien, le père qui va boire toute sa paye au bistrot, le père qui n'assume pas la pension alimentaire, le père qui passe toujours son temps dehors plutôt qu'avec sa famille, le père fuyant, irresponsable. Mais le mat peut être aussi le père, de façon positive, le père qui va apprendre à son enfant l'autonomie, l'indépendance, à être autonome, à avoir confiance en lui, à avancer dans la vie, à, à prendre son indépendance. Donc, dans une lame de tarot, il n'y a jamais tout positif ou tout négatif. Il y a les deux et c'est en fonction de l'énergie que vous allez vivre. Et donc, la synthèse des deux, ensemble, la justice et l'empereur, ben, forment une dynamique équilibrée entre jugement et action. La justice, ben, elle appelle à une introspection honnête et impartiale pour comprendre la source de la blessure, tandis que l'empereur donne la force de poser des limites et d'établir des bases solides. Il suggère que ben, pour guérir cette blessure, il est essentiel d'allier une réflexion éclairée à une action concrète en trouvant un juste milieu entre l'ouverture d'esprit et la stabilité. L'arcane de l'empereur est en lien avec l'arcane 13, la non-nommée. Peut-être qu'on verra tout à l'heure, peut-être, non, on la verra pas. Alors, c'est vrai que il faut vraiment trouver une stabilité d'esprit avec la blessure d'injustice. Là, nous allons aborder la blessure de dépendance. Alors, la blessure de dépendance, alors, elle fait, bien ici, alors, nous avons l'amoureux, le diable et, et le pendu. Alors, la blessure de dépendance est marquée par un besoin, ouais, elle est marquée par un besoin profond de recevoir de l'attention et de l'amour, de la validation des autres. Mais c'est vraiment un besoin profond, d'accord? Elle peut se manifester par un attachement excessif aux relations, une difficulté à se sentir complètement seul et une tendance à craindre l'abandon ou la solitude. On a parlé de la blessure d'abandon et de la blessure de rejet tout à l'heure. Cette blessure peut mener à des comportements de soumission ou voire même d'autosacrifice dans le but de maintenir des relations. D'accord? Les gens qui s'autosacrifient de certaine façon, ben, peuvent être porteurs de cette blessure de dépendance. Et l'une des arcanes que l'on retrouve chez ces personnes-là, ben, c'est le diable. Le diable illustre des liens démesurés avec les attachements toxiques. Hein, d'accord? Il représente la tentation de chercher le bonheur à travers les autres. Voilà. Ok, on va s'attacher à un cobra, à un scorpion. D'accord, on sait qu'on va souffrir, mais c'est plus fort que nous. On a ce besoin, d'accord. Il représente la tentation de chercher le bonheur à travers les autres, parfois au détriment de soi-même. Hein. Et c'est toujours au détriment de soi-même. Et les chaînes symboliques montrent les dépendances émotionnelles
ou matériels, d'accord, qui freinent l'évolution personnelle. Le pendu traduit, quant à lui, l'impression d'être bloqué dans une situation, souvent par peur de perdre un lien affectif. Il suggère que la libération passe par un changement de perspective, une acceptation de la solitude comme une étape nécessaire pour se retrouver. L'amoureux, quant à lui, représente les choix à faire pour se libérer de la dépendance. Il met en lumière le conflit entre le désir d'être aimé, le besoin d'indépendance. Et cette lame de l'amoureux rappelle que l'amour véritable commence par celui que l'on se porte à soi-même. C'est très important, très important. L'amour véritable commence par celui que l'on se porte à soi-même. Et la synthèse de ces trois lames, ensemble, ben, elles illustrent le cheminement complexe de la dépendance à la libération. Le diable, lui, montre les liens nocifs et les peurs qui nous retiennent. Vous savez, souvent, on a des personnes, bon, c'est souvent les femmes qui en sont victimes, hein, mais il y a des hommes aussi hein, euh, qui sont en couple avec des pervers narcissiques. Le diable montre des pervers narcissiques, montre la perversion et montre les liens négatifs, les liens nocifs et les peurs qui les retiennent. Le pendu invite à une pause de réflexion pour changer la relation en nous-mêmes ou la relation à nous-mêmes. Et l'amoureux met l'accent sur des choix cruciaux à faire, à effectuer pour guérir cette blessure. Je rappelle que l'amoureux, il est toujours dans l'hésitation. Je prends à gauche, je prends à droite, je fais quoi? Je suis toujours dans le doute. Mon cœur me dit de faire ceci, mais ma raison me dit de faire cela. Alors que l'amoureux, lui, vous demande simplement d'allier la raison et le cœur, de les mettre ensemble. D'accord? Et c'est vrai que ben, les trois, ils enseignent l'autonomie émotionnelle, et qui est une clé pour transformer la dépendance en relation équilibrée, en relation équilibrée. D'accord? Et puis, la la dernière blessure, hop, voilà, c'est la blessure de trahison à soi-même. La blessure de trahison à soi-même. Alors, hop, elle est où? Que je prenne les bonnes arcanes. Voilà. Hop. Si ma femme était là, elle me dirait, ah, t'as pas préparé tes arcanes? Je me ferais engueuler. Voilà. Voilà. Alors, la blessure de trahison à soi-même. Laurence, je vous vois sourire. Alors, celle-là, il y a très peu de personnes qui parlent de cette blessure. Ben, déjà, la blessure de dépendance et la blessure de trahison à soi-même, il y a très peu de gens qui en parlent. Parce que elles sont méconnues et que les gens n'y pensent pas. Et c'est vrai que la trahison à soi-même, ben, cette blessure résulte d'un éloignement de nos propres valeurs ou de nos aspirations profondes. Et si vous réfléchissez un peu, pour certaines personnes, eh bien, on s'est souvent trahi. Je prends mon exemple, je me suis trahi plus d'une fois, d'accord? Et que c'est vrai que ben, c'est un éloignement à mes valeurs ou à mes aspirations profondes. Et donc, cette blessure, elle se manifeste lorsqu'on fait des choix qui ne respectent pas notre être véritable, qui nous sommes véritablement. Elle peut être liée à des compromis excessifs, à un manque d'écoute de soi, surtout d'écoute de soi, ou à une peur de ne pas correspondre à ce que les autres attendent de nous. Aussi, de ne pas correspondre à ce que les autres attendent de nous. On est toujours dans une attente. Et c'est vrai que l'arcane associé avec à cela, eh bien, c'est le chariot.
le chariot, d'accord? Et que c'est vrai que le chariot, ben, cet arcane illustre la nécessité de reprendre les rênes de sa vie et de définir sa propre direction. Cet arcane invite à faire preuve de volonté et à avancer en harmonie avec ses valeurs personnelles. Parce que quand on regarde l'arcane, le chariot, quand on le regarde, c'est vrai que tout de suite, on s'aperçoit que ben, il y a beaucoup de blocages qu'il faut lever, il y a beaucoup de choses, et puis surtout qu'il faut arrêter d'être en représentation, arrêter de jouer la pièce de théâtre de notre vie, arrêter à jouer Laurence ou arrêter de jouer Claire ou Isabelle ou Florence ou quoi que ce soit. Arrêter d'être dans une représentation de théâtre. Le chariot nous invite à vivre notre propre vie, mais à ne pas jouer notre vie, à la vivre. Et puis, il nous invite surtout à faire, à remettre les chevaux dans l'axe, d'être dans le présent et d'avancer, et donc de reprendre les rênes de notre vie, reprendre les rênes, les guides de notre vie, ou reprendre le volant de notre voiture. Tout dépend comment on pourrait mettre ça, d'accord? Et puis après, ben, il y a le pape. Le pape. Eh ben, le pape symbolise la guidance spirituelle et la connexion à une sagesse supérieure. Le pape invite à retrouver une éthique personnelle et à renouer avec un chemin qui honore notre âme. Il nous rappelle l'importance de l'intégrité, surtout l'importance de l'intégrité. Et puis, l'étoile. Ah, ah, l'étoile. L'étoile, elle incarne l'espoir, la pureté et la capacité à se reconnecter à ses aspirations les plus profondes. L'étoile nous rappelle que malgré les erreurs ou les détours que nous avons, voilà, que nous avons fait, nous avons toujours en nous une lumière pour nous guider vers notre vérité. D'accord? Et juste au petit passage, je rappelle que l'arcane de l'étoile est la seule lame du tarot qui montre une femme qui porte un enfant. Elle est enceinte. Elle a un ventre rond. Alors, pas qu'elle va accoucher ou quoi que ce soit, mais qu'elle est porteuse de quelque chose. Elle est porteuse d'un projet. Okay, et que elle est dévêtue. Elle, elle invite à reprendre confiance en soi et à faire confiance, à écouter les messages du petit oiseau qui est derrière ou du corbeau. Tout dépend comment on peut se placer, hein, d'accord? Et que c'est vrai que la synthèse ensemble de ces trois arcanes eh ben, offre un cheminement complet. Le chariot symbolise l'action et la responsabilité personnelle. Le pape apporte la sagesse et l'éthique, tandis que l'étoile nous invite à une reconnexion à l'espoir et à l'authenticité. Il nous montre que guérir la trahison à soi-même n'est pas seulement possible, mais qu'elle peut être une opportunité de retrouver une harmonie profonde. Et ce n'est pas rien. Parce que c'est vrai que quand on comprend cette blessure, et qu'on la soigne et qu'on la transcende, eh bien, on retrouve une harmonie à soi-même, une harmonie profonde. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai eu cette blessure. Je l'ai vécue. L'étoile très importante. Alors, là, on vient de parler des 7 blessures. D'accord? On vient de parler des 7 blessures de l'âme. Est-ce que, à ce niveau-là, vous avez des questions à me poser, par exemple? Est-ce qu'il y a une question ou quoi que ce soit avant que je passe au chapitre suivant? J'en profite pour boire un petit coup. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Oui, ça m'aurait étonné. Oui, Oui, j'écoute, Claire. par rapport à la blessure de dépendance. Oui, J'ai un peu de mal à... C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément
euh, enfin, comme d'autres blessures où tu disais tout à l'heure, même à la naissance, etc., etc., la blessure de dépendance, ça peut être aussi dès la naissance? Ça peut, mais pour moi, elle le vient un peu plus tard, dans l'enfance, pas forcément à la naissance. Elle vient un peu plus tard. D'accord, on est bien Elle vient un d'accord. peu plus tard. Voilà. Donc, D'accord. si nous sommes d'accord, je Ok. suis heureux. Donc, est-ce qu'il y a d'autres Ouais, questions ouais. avant que je... Parce que je vais vous parler de la date de naissance et de son influence. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, non? Alors, vous pouvez toujours intervenir, hein, c'est pas le problème. Alors, hop, la date de naissance et son influence. Alors, la date de naissance joue un rôle crucial dans notre chemin de vie. Alors, ceux qui ont fait de la numérologie peuvent comprendre ça, mais moi, quand je parle du chemin de vie, je ne fais absolument pas référence à la numérologie. Parce que non pas que je ne prête pas de crédit à la numérologie, je l'ai apprise et je l'ai enseignée, je la connais, donc il n'y a aucun souci. Mais je ne l'aborde pas sous cet angle-là, et moi j'utilise que le tarot de Marseille. Mon cheval de bataille, c'est le tarot de Marseille, mon outil, c'est le tarot de Marseille. D'accord? Et que dans le tarot, il y a tout. Voilà. Et donc, la date de naissance joue un rôle crucial dans notre chemin de vie et que chaque chiffre de notre date de naissance porte une vibration tarologique unique qui influence nos qualités, nos défis, même nos blessures d'âme. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples, hein. Il y a une exploration de quelques chiffres et des arcanes qui leur correspondent. Par exemple, quelqu'un qui est né un 5, d'accord? Ou qui est sous l'influence du 5, ben, c'est associé à l'arcane du pape. Ce chiffre est relié à la spiritualité, à l'enseignement, à la guidance. Les personnes portant cette vibration ont T'as souvent... changé la... Je m'excuse. T'as Oui, changé la... T'as changé la diapo. hop, voilà, c'est revenu. Merci Claire. Et donc, c'est vrai que les personnes portant cette vibration ont souvent un rôle de mentor ou de soutien dans leur environnement. Les personnes qui ont une influence 7 dans leur date de naissance, hein, le chiffre, voilà, le final, eh ben, elle est associée à l'arcane du chariot. Ce chiffre représente une quête de direction, d'harmonie intérieure. Direction parce qu'on voit les deux chevaux, hein, ok, qui partent dans chaque côté. Il y a un besoin de trouver une voie unique. Souvent, les gens qui sont sous l'influence du chariot, je, d'abord, je m'aperçois qu'ils sont en recherche de quelque chose de fort, de prouver leur valeur, d'avancer, de conquérir. Et je leur pose toujours une question, c'est est-ce que tu veux réussir dans ta vie? Et consciemment, ils me disent oui. Et quand on commence à décortiquer l'arcane du chariot, parce que je leur mets l'arcane du chariot devant les yeux et que je leur parle de leur vie avec l'arcane du chariot, que je parle de la vie de la personne avec l'arcane du chariot qu'il a devant les yeux, eh ben, ils se rendent compte que ben, ils se mettent des bâtons dans les roues. Et que c'est vrai que les personnes nées sous cette vibration peuvent ressentir une solitude intérieure et un besoin de trouver leur voie unique. Okay, les personnes qui sont nées avec une influence 12, okay, ben, ça correspond à la lame du pendu. Elle symbolise des périodes d'attente, de sacrifice, de transformation profonde. Les individus qui sont nés sous cette influence peuvent être appelés à réévaluer leurs priorités et à embrasser des changements intérieurs. Les personnes qui sont nées sous une influence 18, ben, c'est lié à l'arcane de la Lune, d'accord? Ce chiffre représente la profondeur de l'inconscient, des illusions et des peurs à transcender. Il peut indiquer une tendance à l'hypersensibilité ou à l'imagination créative, voire même à de la culpabilité, hein. Se sentir que, voilà, est-ce que j'ai assez bien fait, est-ce que je fais bien ou quoi, est-ce que j'ai, voilà. Donc il y a souvent une culpabilité qui est associée avec cet arcane de la Lune.
Les personnes qui sont sous l'influence 22, ben, ça correspond à l'arcane du mât, hein. Donc, cet arcane qui, une fois maîtrisé, incarne la liberté, l'exploration ou la détente des normes sociales, hein. On se dénoue des normes sociales. Les personnes sous cette influence peuvent avoir une quête d'aventure ou une envie de s'éloigner des conventions. S'éloigner. Je connais une personne qui est, est sous l'influence du 22, qui travaille dans une administration policière et qui est, je dirais, à l'opposé de ça, qui est à l'opposé de ça, par exemple. Voilà. La 24, la 24 qui est reliée à l'arcane de l'amoureux. Okay. Ce chiffre révèle des décisions importantes liées aux réflexions et aux valeurs personnelles. Voilà, les personnes sous cette vibration peuvent être confrontées à des dilemmes affectifs. Et 28, les personnes qui sont nées sous une influence 28, eh ben, ça fait référence à, à la roue de fortune, la, à la roue de fortune, et comment je dirais, ce sont des gens qui abordent, comment je pourrais dire, qui abordent les mouvements, qui sont toujours en mouvement, toujours en recherche de mouvement et qui n'aiment pas être statiques, ou alors qui sont statiques, qui sont dans une routine ou qui n'acceptent pas la routine, qui embrassent le changement, qui ont besoin de mouvement dans leur vie. Parce que la roue de fortune est une lame qui représente une roue et qui ont toujours besoin d'être en mouvement, de faire des choses, d'être en mouvement. Et la date de naissance, euh, et son influence, ben, la date de naissance joue un rôle crucial dans notre chemin de vie. Elle se compose de trois éléments principaux, le jour, le mois et l'année, chacun portant une signification spécifique. Le jour de naissance. Ben, le jour de naissance représente le côté actif de la personne. Il reflète la manière dont vous vous manifestez dans le monde, vos actions, vos réactions et votre approche face aux situations. Par exemple, une personne qui est née un 7 pourrait avoir une grande volonté d'avancer dans la vie, même face aux défis. Une personne qui est née un 22, le mât, traduit une liberté d'esprit, une quête de nouveauté, avec parfois des difficultés à se fixer. Le mois de naissance. Le mois de naissance est associé à la quête d'idéal et des aspirations profondes. Il indique les désirs fondamentaux, les émotions et les réponses intuitives aux événements de la vie. Par exemple, un mois 3, le mois de mars, on est dedans, qui est symbolisé par l'impératrice, symbolise la créativité, la communication et la recherche d'harmonie dans les relations, à partir du moment où c'est pris dans une énergie positive. Parce que la communication avec l'impératrice, ça peut soit être très communicative ou pas du tout. Voilà. Un mois 5, donc le mois de mai, qui est représenté par le pape, peut refléter une aspiration à enseigner, à guider, à transmettre des valeurs spirituelles, par exemple, où on est attaché à la spiritualité. Un mois 6, qui est représenté par l'amoureux, ben, symbolise des choix importants à faire en lien avec l'amour, les émotions, l'affectif, les relations, des valeurs profondes. Il y a souvent quelque chose d'un peu social avec. Un mois 8, la justice, donc le mois d'août, représente la recherche d'équilibre, la rigueur et le besoin d'harmonie. Un mois 10, le mois d'octobre par exemple, qui est symbolisé par la roue de fortune, traduit des cycles de changement et d'adaptabilité face aux opportunités. Il faut s'adapter. Et l'année de naissance, ben, l'année de naissance reflète la vision du monde propre à une génération. Je dis propre à une génération. Elle porte des influences collectives et les tendances qui marquent une époque. Elle peut aussi révéler des leçons générales que l'âme choisit d'explorer au sein de sa génération. Par exemple, une année finissant par 55, comme par hasard, la roue de fortune pourrait refléter une génération marquée par des cycles de changement et des opportunités majeures.
Une année finissant par 60, qui est représentée par l'amoureux, indiquerait une génération placée sous le signe du choix, des dilemmes intérieurs, des relations affectives. Elle peut marquer une quête d'harmonie, un besoin de décision important sur le plan personnel ou collectif. Une année finissant par 61, le chariot, traduirait une exploration de la direction personnelle et de l'avancement collectif. Pour faire simple, une année finissant par 68, tempérance, mettrait en lumière une génération en quête d'équilibre et de modération. Une année finissant par 70, le chariot, sachant que quand j'étudie une année de naissance, le zéro, je l'étudie parce que le zéro est extrêmement important. Si le zéro existe, c'est qu'il a une raison d'être. Et donc, il faut l'étudier. Donc, une année finissant par 70, le chariot suggérerait un mouvement vers des avancées personnelles et collectives. Une année finissant par 75, le pendu reflèterait une exploration des sacrifices et des transformations intérieures. Une année qui finit par 80, la justice indiquerait une connexion profonde avec la recherche d'équilibre et de vérité dans des valeurs collectives. La synthèse des vibrations de l'année de naissance, ben, ces trois éléments, le jour, le mois et l'année, interagissent pour créer une empreinte unique. Le jour exprime vos actions, le mois vos aspirations profondes et l'année votre contexte général et vision collective. En combinant ces vibrations avec les arcanes du tarot, ben, nous pouvons révéler les clés de votre chemin de vie ainsi que les défis et opportunités à explorer, à voir. Alors, hop, le poids du prénom et du nom. Si vous avez un prénom, c'est bien qu'il y a une raison. Si vous avez un nom, c'est bien qu'il y a une raison. Et donc, votre prénom, c'est le miroir de votre personnalité. En tarot-psychographie, les lettres qui composent votre prénom correspondent à des arcanes du tarot de Marseille. Et chaque lettre révèle un aspect particulier de votre être. Votre côté actif, les arcanes associés aux premières lettres de votre prénom, mettent en lumière vos ambitions et la manière dont vous agissez dans le monde. Votre caractère profond, les arcanes situés au centre de votre prénom, reflètent vos aspirations intérieures et vos émotions dominantes. Votre dynamique personnelle, les dernières lettres traduisent votre énergie résiduelle, ce que vous laissez comme trace dans vos relations. On va prendre deux exemples. Une personne prénommée Clémence. Donc Clémence, il y a le C, le L, le E, le M, le E, le N, le C et le E. Le C, l'impératrice, symbolisant la créativité et l'intuition. Le pendu représente l'introspection, le lâcher-prise et les périodes de transition. Et là, quand je parle des lettres, je ne fais pas référence aux mémoires associées, parce que sinon on n'en finirait plus. Parce que chaque lettre est en lien avec une mémoire transgénérationnelle. Le E est en lien avec le pape, lié à la spiritualité et au conseil bienveillant. Le M, l'arcane sans nom, évoquant une transformation liée à l'identité. Je vous appelle à vous reconnaître votre identité. Le N a tempérance, mettant en avant l'équilibre et les liens avec les mémoires angéliques. Et le E, la répétition avec le pape, renforce les thèmes de créativité et de spiritualité. Et si on prend un autre prénom au hasard, un prénom complètement au hasard, si on prend Jean, d'accord, personne, Jean, le J, c'est la roue de fortune. Ça reflète des opportunités et des cycles d'évolution. Le E, le pape, symbole de guidance et de sagesse. Le A, le battleur, représente l'initiative et la nouveauté. Et le N, tempérance, soulignant la capacité à réconcilier les contraires et à guérir. D'accord? Alors, quand je vois les arcanes de mon prénom, moi, je me reconnais complètement. Là, je fais que simplement survoler. Parce que quand je parle du J avec la roue de fortune, on va plus loin.
Avec le E, on va plus loin, avec le A, on va plus loin, et avec le N, tempérance, on va encore plus loin. D'accord? L'analyse du prénom est beaucoup plus longue que ça. D'accord? Et le prénom est une signature vibratoire unique à chacun qui nous accompagne tout au long de notre vie. Vous vous appelez pas Florence, Martine, Laurence ou Morgane ou quoi que ce soit par hasard. Je pars du principe que c'est vous-même qui avez choisi votre prénom. Ça peut faire débat, ok? Mais ça a une importance. Le nom de famille, ben, le nom de famille, quant à lui, représente l'héritage familial. En taropsychographie, les lettres qui composent le nom de famille sont associées à des arcanes du tarot, comme pour le prénom, d'accord? Et ces arcanes révèlent une multitude d'aspects. Ben, en un, l'hérédité. Le nom de famille porte des traces de générations précédentes, reflétant les valeurs, croyances et traditions transmises. Les arcanes associés permettent d'identifier des influences héréditaires, qu'elles soient positives ou limitantes. Les potentiels, certaines lettres du nom révèlent des forces cachées ou des talents innés. Par exemple, la lettre K correspond à l'arcane de la force, pourrait indiquer une résilience exceptionnelle dans la lignée familiale. Les caractères et personnalités. Le nom de famille peut refléter des traits dominants, des manières d'agir ou de penser qui se transmettent au sein de la famille. Ces tendances peuvent être confirmées par des arcanes liés aux lettres du nom. Les problématiques. Certains arcanes révèlent des blocages ou des épreuves récurrentes, comme des schémas de conflits, des difficultés à exprimer ses émotions ou encore des problèmes financiers. Les maladies. Les arcanes peuvent indiquer des faiblesses physiques ou psychologiques transmises de génération en génération. Par exemple, une présence marquée de l'arcane de la lune pourrait refléter une tendance à l'anxiété et aux troubles émotionnels. Par exemple, une, par exemple, une présence trop forte de tempérance pourrait marquer une tendance aux addictions, à l'alcoolisme, à la drogue, au sexe, au jeu, au travail, à toutes sortes d'addictions. En résumé, le nom de famille agit comme une boîte noire de l'énergie transgénérationnelle que la taropsychographie permet de décoder. Cela offre une compréhension précieuse des bagages que nous portons ainsi que les clés pour se libérer des poids inutiles tout en valorisant les potentiels. Quand je fais une consultation et que je décode le nom de famille, c'est hallucinant ce que ça révèle chez la personne et ce que la personne comprend d'elle-même. Importance de la guérison des blessures transgénérationnelles. Alors, comprendre les blessures transmises par nos ancêtres est essentiel pour se libérer des schémas répétitifs. Ces blessures se manifestent souvent de manière inconsciente, influençant nos choix de vie, nos relations et même notre santé. Exemple, prenons le cas d'une femme qui ressent un blocage dans sa carrière. En explorant son histoire familiale, on découvre que plusieurs générations avant elle, les femmes de sa famille étaient systématiquement cantonnées à des rôles domestiques. Ce conditionnement transgénérationnel a laissé une empreinte qui freine inconsciemment son épanouissement professionnel. Le tarot peut éclairer ces dynamiques cachées et amorcer un travail de libération par un accompagnement et des exercices spécifiques. Pourquoi je parle de ce cas-là, par exemple, je ne donne pas de nom ni rien, mais j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, enfin il y a 6 mois de ça. Donc voilà, deuxième exemple, un homme vivant des conflits récurrents dans ses relations amoureuses découvre, grâce à une étude du tarot, que son nom de famille est lié à une trahison ancienne dans sa lignée. En reconnaissant cette mémoire et en la travaillant avec des protocoles spécifiques, il peut se libérer de ce poids hérité. Parce que dans le thème, que je fais, j'ai deux portes ou deux arcanes qui parlent du premier karma et du deuxième karma.
Et moi, le karma, je ne le prends pas dans une dimension de réincarnation, même si je crois et si je suis persuadé que la réincarnation existe parce qu'on a des preuves pour cela, indiscutables. Mais moi, le karma, je le prends comme une fidélisation au clan familial. On est porteur des mémoires de notre clan et on est fidèle à notre clan. Pourquoi moi je serais heureux? Parce que dans ma famille, ils n'ont pas été. Pourquoi moi j'aurais des enfants? Puisque les premiers enfants dans ma famille meurent ou que les femmes meurent en couche. Pourquoi moi je serais riche? Parce que ma famille a toujours fait faillite ou a toujours été pauvre et ainsi de suite. On est fidèle à notre clan. Et donc, quand on reconnaît ses mémoires, on peut se libérer de ses mémoires. Le prénom joue un rôle essentiel dans notre chemin de vie, car il est porteur d'une vibration énergétique qui influence la personnalité, les défis et les potentiels. Il agit comme une signature vibratoire, une empreinte unique qui se suit tout au long de notre existence. L'influence du prénom dans le chemin de vie, c'est un reflet de notre identité profonde. Le prénom n'a pas été choisi par hasard. Il porte en lui une résonance qui peut révéler notre caractère, nos aspirations, les énergies que l'on est venu travailler dans cette incarnation, par exemple, l'impact des lettres et des sons. En tarot-psychographie, chaque lettre correspond à un arcane du tarot de Marseille, comme je l'ai dit plus haut. Ces arcanes dévoilent les forces qui nous animent. Elles représentent les défis à surmonter et les opportunités de transmission, l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Certaines lettres de notre prénom peuvent révéler des blessures profondes, très profondes, des blocages, des schémas répétitifs. D'autres indiquent les ressources, des talents cachés ou des clés pour avancer sur notre chemin de vie. Dans les études, eh bien, on met en éveil, en lumière, les mémoires de violence, de brutalité, les mémoires de viol, les mémoires qui sont là, qui sont très, très fortes. Alors, je regarde sur le chat parce que j'ai... Hop, il y a quoi? Alors, ouais, ok. Donc, alors, c'est vrai que les prénoms et les attentes familiales, d'accord? Le prénom est souvent influencé par l'héritage familial. Il peut être transmis de génération en génération, hein. On peut s'appeler Jean depuis des générations, par exemple. Bon, ça n'a pas forcément été le cas. Moi, c'est le prénom de mon grand-père, hein. Ça reflète des valeurs, des mémoires transgénérationnelles ou des missions à accomplir. D'accord? Parfois, un prénom est donné pour honorer un ancêtre. Ça a été peut-être mon cas. Voilà. Pour réparer une histoire passée, ce qui peut inconsciemment impacter le destin de la personne. Ça a un rôle, ça joue. Le prénom que vous portez euh, définit ce que vous êtes. L'interprétation tarologique du prénom, en analysant les arcanes associés aux lettres du prénom, eh ben, on peut mieux comprendre notre mission de vie et ses défis, identifier les forces et les faiblesses qui influencent nos choix de vie, déceler les blessures de l'âme, guérir pour avancer plus sereinement, c'est important. Par exemple, si ton prénom contient beaucoup de lettres associées avec le pape, la justice ou l'empereur, ben cela peut indiquer une forte connexion avec des valeurs d'autorité, de guidance et d'enseignement. Si le prénom est marqué par le mat, le battleur ou l'amoureux, cela pourrait traduire une quête de liberté, d'expérimentation et de choix personnels. Alors, que révèle le prénom? Je dirais que le prénom est un guide important, hein. Je dirais que si on prend l'exemple du prénom Jean, par exemple, pour une analyse plus approfondie, on peut étudier ensemble les lettres du prénom Jean et les arcanes qui y sont associés pour comprendre le parcours d'âme et les potentiels cachés. Le prénom est un guide, une clé, une meilleure compréhension de soi
et surtout un outil puissant pour avancer sur son chemin de vie. Le prénom Jean est une vibration forte, symbolique, associée à des archétypes puissants du tarot de Marseille. Chaque lettre correspond à un arcane majeur qui révèle des aspects profonds. Si on prend le décryptage, j'en ai parlé tout à l'heure, la roue de fortune, le pape et tout, ben c'est vrai que le J va représenter des cycles de mouvement, des opportunités, d'accord? Ce qui peut, ce qui signifie que le prénom ou mon prénom m'invite à accéder, à accepter des changements de vie, ce que j'ai pu avoir, et voir chaque transition comme une opportunité d'évolution. Il y a une capacité naturelle à rebondir à s'adapter aux défis de la vie. Il y a aussi une connexion forte avec le destin et les synchronicités. C'est très important. Ben, le défi, ce que je devrais surmonter, c'est éviter de subir les événements et apprendre à prendre les rênes de mon existence. Avec le pape, eh ben, c'est la transmission, la sagesse et l'enseignement. C'est ce que j'essaie, c'est ce que je fais au cours de ma vie. J'ai compris depuis pas mal de temps quand même, parce que j'ai travaillé sur moi, et que c'est vrai que ça signifie pour moi, ben, avec le E, avec le pape, être un guide, un enseignant naturel, d'accord, et que ben, ma mission est d'accompagner les autres vers une meilleure compréhension d'eux-mêmes, que ce soit par la spiritualité, l'enseignement ou le conseil. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi une forte connexion avec la parole et l'écoute bienveillante. Voilà. Et que ben, je ne dois pas me laisser enfermer dans une posture trop rigide ou dogmatique. Il y a le battleur, il y a la tempérance. C'est vrai que si je prends la synthèse du prénom, ben, euh, la synthèse de mon prénom marque un parcours marqué par des opportunités. C'est vrai que au cours de ma vie, j'ai eu beaucoup d'opportunités. Une mission de transmission mais d'accompagnement avec le pape. Ben oui, c'est ce que je fais. Une énergie d'initiation et d'innovation, le battleur. Je suis toujours en train d'innover. Voilà. Une nature avec tempérance, ben une nature profondément mouvementée et pas toujours très équilibrante, par exemple, ou en recherche d'équilibre avec tempérance. Et c'est vrai que mon prénom évoque un chemin de vie en constante évolution, où la quête de transmission et d'accompagnement est essentielle. C'est vrai que j'ai un rôle de guide et d'enseignant, voire même d'éclaireur quelque part, d'accord? Alors, je dirais, est-ce que votre prénom, est-ce que votre prénom vous parle? Est-ce que vous êtes en accord avec votre prénom? Est-ce que ce que je viens d'évoquer au cours de cette discussion résonne en vous et vous donne envie d'en savoir un peu plus sur l'analyse de votre prénom? Est-ce que vous avez envie de connaître votre prénom, de savoir un peu plus? Donc, c'est vrai que pour finir, je dirais, parce que c'est vrai que on pourrait aller encore plus loin, en explorant les blessures de votre date de naissance, et de votre identité, vous ouvrez la voie à une transformation profonde. Vous devenez acteur de votre propre guérison en libérant les poids de votre héritage familial et en révélant votre plein potentiel. C'est vrai que je peux être là pour vous accompagner sur un cheminement avec respect et bienveillance. Alors, j'ai des personnes qui m'ont posé des questions parce que qui m'ont demandé si je pouvais leur donner le replay et qui m'ont posé des questions et qui m'ont posé la question comment savoir quelle blessure est dominante chez moi. C'est une question qui peut être importante. Hein. Eh ben, nous pourrions identifier cela ensemble à travers une étude du tarot, une analyse de votre thème identitaire. Avec ça, on voit les blessures dominantes. C'est ce que j'enseigne dans mes formations. Alors, la deuxième question, c'est le tarot peut-il réellement aider à guérir des blessures profondes? Alors, ben oui, il agit comme un miroir et permet des prises de conscience essentielles à la guérison. Oui, le tarot peut guérir, aider à la guérison, mais il ne peut vous aider à guérir que si vous êtes prêt à faire le travail. Le tarot, il vous donne la, les outils pour travailler, mais si vous ne faites pas ce travail,
vous ne pourrez pas vous sortir de cette blessure. Les blessures transgénérationnelles peuvent être complètement résolues. Elles peuvent être comprises et transcendées, dépassées, ce qui permet de vivre plus légèrement. En quoi la date de naissance peut-elle révéler mes blessures? Chaque chiffre de votre date de naissance est une vibration spécifique, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Ces vibrations influencent vos défis, vos blessures potentielles, qui peuvent être analysées grâce au tarot. Ne pas confondre études numérologiques et tarologie, qui sont totalement différents. Ça peut être complémentaire, et cela est totalement différent. Alors, maintenant, si vous avez des questions, je peux répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Je réponds à vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que ça vous a plu? Vous pouvez ouvrir les micros, hein? Oui, Oui, ça vous a plu? Alors, hop, ah, ouais, ça vous a plu, Laurence? Oui, super. D'accord. Comme toujours, ça m'étonne pas. Ok, merci beaucoup. Florence, ça vous a Mais plu? non, mais c'est vrai. Ok, merci Florence. Morgane, ça t'a plu? Bah, tu me laisseras un petit mot. Voilà, donc, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Si vous avez des questions. J'ai retrouvé mon vous micro. aussi. Ah, pardon, Florence? Non, non, j'ai pas de question. C'est que j'ai remis mon micro, c'est bon. D'accord, ok. J'ai pas de question. D'accord. Bon, Voilà. est-ce que cela euh, fait écho à certaines choses ou vous permet d'avoir Oui, une vision sur soi différente? Parce que vous n'êtes pas porteuse d'un prénom et d'un nom pour rien. Vous n'avez pas une date de naissance pour rien. D'accord? Bon, ben, alors je vais arrêter le partage de ça. OK? Voilà. Tac. Ok, hop. Voilà. Et puis, ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée. OK? Alors, je vais vous souhaiter une bonne bonne soirée. soirée, Jean. Bonne Et soirée à puis, tous. Bonne soirée. si vous avez envie d'avoir l'étude de votre prénom, d'accord? Alors, attention, l'étude de votre prénom, je ne vais pas en faire 3 heures, hein, d'accord? Mais je peux vous donner une étude de votre prénom. Ben, vous me laissez un petit mot sur Messenger et je le fais bien volontiers. Voilà. Allez, ben, je vous souhaite une bonne soirée et puis ben, à bientôt. Laissez-moi un petit commentaire pour savoir si ça vous a plu. Allez, à bientôt. Au revoir.